Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui à cette séance de révision dédiée donc à l'unité 4 consacrée aux organes endocriniens, aux glandes endocrines. Donc, révision histologie de l'appareil endocrinien. Alors ici, vous allez avoir une idée sur un certain nombre de questions générées qui vont vous aider éventuellement à réviser et avoir un petit peu l'essentiel de tous les cours que vous avez eu l'occasion de voir. Bien sûr, appareil endocrinien, ou qui dit glande endocrine, signifie qu'il y a production d'un élément en petite quantité et qui est censé se déverser dans le sang pour avoir une action à distance. D'accord? Donc, c'est un petit peu le principe de fonctionnement des éléments ou des glandes endocrines. C'est pour ça qu'on les appelle éventuellement endocrines, c'est-à-dire une sécrétion en milieu interne par opposition à ce qu'on appelle une sécrétion exocrine, où il y a donc déversion d'un produit de sécrétion, bien sûr en des quantités beaucoup plus importantes, qui sont déversées dans des conduits ou des canaux, c'est-à-dire un milieu externe. Donc, les questions sont organisées selon les cours. Donc, on commence déjà sur tout ce qui est généralité sur les glandes endocrines. Et la première question, justement, donc, elle dit qu'une hormone hydrophile exerce son action principalement par, bien sûr, en A, un récepteur nucléaire, un récepteur cytosolique, une transduction membranaire du signal, diffusion passive transmembranaire, liaison directe à l'ADN nucléaire. Le mot-clé ici, c'est hydrophile. D'accord? Donc, qui dit hydrophile, ça veut dire ça ne passe pas à travers une membrane lipidique. D'accord? Donc, par élimination, ça ne peut pas être un récepteur nucléaire parce que le noyau étant dans le cytoplasme, ça impose un passage via la membrane plasmique, ce qui ne peut pas se faire. La même réflexion va également pour un récepteur cytosolique. Une diffusion passive transmembranaire n'est pas possible, encore une fois, parce que c'est un élément hydrophile. Encore une fois, une liaison directe à l'ADN nucléaire n'est pas possible également parce que ça implique, encore une fois, la traversée de la membrane lipidique. Donc, par élimination, vous allez avoir une transduction membranaire du signal. La bonne réponse, donc, étant la C. Cortisol, rythme de sécrétion du cortisol. Là aussi, c'est relativement simple. Vous avez soit un rythme continu, pulsatile, c'est-à-dire ça sécrète, ça s'arrête, et ça sécrète, et ainsi de suite. Circadien, ça veut dire selon la durée de la journée. Circadien et pulsatile. Et enfin, saisonnière uniquement. Donc, la bonne réponse serait selon vous la D. Effectivement, c'est circadien et pulsatile. C'est pour ça qu'on vous dit que le maximum de sécrétion du cortisol est observé le matin à 8 heures. Donc, les gens qui veulent explorer la cortisolémie, on leur demande de venir très tôt au laboratoire, avant 8 heures, pour espérer avoir un taux représentatif de ce qu'on appelle le cortisol. Donc, effectivement, la bonne réponse ici, c'est circadien et pulsatile. Donc, il y a une sécrétion toute la journée, mais le maximum est observé justement, normalement, la matinée. Voilà, donc la bonne réponse étant la D, puisque vous avez une association entre un rythme circadien et bien sûr une sécrétion pulsative. Donc ici, pour la question 3, donc j'étais en train de discuter avec votre camarade, la suppression des tanicites bêta-1 entraîne directement A, hyperprolactinémie, une inhibition du pic de LH, augmentation de la GNRH, hyperthyroïdie centrale, hypersécrétion d'ADH. Pourquoi la B et pourquoi la C? À quoi servent les tanicites bêta-1? Donc ici, en fait, c'est une question qui a été légèrement problématique parce que quand on vérifie la réponse sur le support, elle n'a pas forcément correspondu avec la réponse sur, on va dire, des références autres. D'accord? Parce que la suppression des tanicites bêta-1 implique donc une levée d'inhibition sur la production de prolactine. D'accord? Ce qui implique justement dans l'immédiat, qui serait donc dans l'immédiat cause d'une hyperprolactinémie.
D'accord? Donc là, l'idée, c'est que vous alliez chercher par rapport à la bonne réponse dans ce cas-là. Je sais que sur le support, ça correspond à la B, mais là, un petit peu avoir un pic de LH dans l'immédiat, ce n'est pas forcément automatique. Ça veut dire qu'un pic de LH, ça suit un cycle qui va s'étaler sur 28 jours. Donc, vous n'allez pas forcément avoir un pic de LH dans l'immédiat. Donc, je pense ici peut-être que la reformulation de cette question autrement aurait donné un pic de LH comme étant la bonne réponse, mais le fait que ça soit peut-être éventuellement proposé comme quel serait l'effet direct d'une suppression des tannicides, pousse peut-être éventuellement, bien va vous pousser à chercher peut-être une autre possibilité. Parce que moi, quand j'ai cherché, j'avais trouvé que ça causait beaucoup plus une hyperprolactinémie que ce fameux pic de LH. D'accord? Donc ça, c'est juste pour que vous fassiez attention et que vous ne soyez pas forcément liés aux réponses qui sont sur les supports. D'accord? C'est toujours bon de vérifier. D'ailleurs, c'est la seule question qui m'a posé problème. La 4, section de la tige pituitaire. Qui dit tige pituitaire, ça veut dire connexion entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse. D'accord? Ça veut dire que c'est la partie glandulaire de notre hypophyse. Section de la tige pituitaire entraîne classiquement une baisse de la prolactine, augmentation de la prolactine, une hyperthyroïdie, hypersécrétion d'ADH, augmentation de la GH. Baisse de la prolactine, augmentation de la prolactine. Donc, on enlève déjà tout ce qui est ADH ocytocine. S'il y avait ADH ocytocine ici, bon, en l'occurrence, ici, il y a ADH, ça n'a rien à voir, d'accord? Parce que l'autre, c'est la neurohypophyse. Le fonctionnement est carrément différent. Qu'est-ce que ça va nous laisser? Baisse de la prolactine, augmentation de la prolactine, hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie, ça paraît pas forcément logique, puisqu'il y a une section de la tige pituitaire. Ça veut dire l'élément qui pousse à l'hyperthyroïdie centrale, en l'occurrence ici, est interrompu. D'accord? Augmentation de la GH, c'est un peu le même principe. D'accord? Donc, on a enlevé. La question maintenant, c'est entre la baisse et l'augmentation de la prolactine. Encore une fois, vous voyez que la bonne réponse, c'est voilà, c'est B parce que la prolactine est sous contrôle inhibiteur dopaminergique. Ça veut dire que de nature, la prolactine est inhibée. Et si vous enlevez un petit peu cette inhibition, par section de la tige pituitaire, vous allez avoir la prolactine qui va se, on va dire, augmenter pour ce qu'on appelle avoir une hyperprolactinémie. Parmi les éléments inhibiteurs également, vous allez avoir des taux d'hormones donc féminines, oestrogènes, progestérone élevés. Vous savez que la femme enceinte a des taux d'hormones très élevés. Ça veut dire que vous avez fait votre cours de glande mammaire, vous savez que la glande mammaire est prête à fonctionner avant même la naissance. Mais le fait qu'il y ait des taux d'hormones féminines et surtout bêta-HCG augmentés, ça inhibe la production de prolactine, chose qui va changer au moment de l'accouchement. Pourquoi? Vous allez avoir bien sûr l'accouchement, l'élimination du placenta et surtout la chute des taux hormonaux. Donc, l'inhibition sera levée sur la prolactine, d'où la lactation, à condition bien sûr que le nouveau-né puisse justement faire sa première tétée parce que le mouvement de succion va produire donc la montée laiteuse et permettre justement la lactation. D'accord? Donc, c'est plus complexe que supprimer, couper ça et enlever ça et mettre ça, parce qu'il y a une interconnexion entre les différentes hormones. Mais là, en l'occurrence, si on enlève le pan qui relie l'hypothalamus à l'adénohypophyse, parmi les conséquences immédiates, vous allez avoir, bien sûr, selon les propositions que l'on avait, cette hyperprolactinémie par levée d'inhibition. D'accord? Donc, encore une fois, il faut toujours faire attention à l'énoncé de la question et les différentes propositions qu'il y a. La cinquième, donc, les neurones parvocellulaires hypothalamiques se distinguent des magnocellulaires par une projection vers la neurohypophyse, synthèse d'ADH, terminaison dans l'éminence médiane, grande taille cellulaire, leur stockage dans les corps de Hering.
Effectivement, donc les parvocellulaires se distinguent des magnos parce qu'ils se projettent dans l'éminence médiane. L'ADH, ocytocine sont sous la dépendance des magnos. Les magnos, on les appelle magnos parce qu'ils sont volumineux. D'accord? Et bien sûr, il n'y a pas de projection vers la neurohypophyse. La grande taille cellulaire, c'est beaucoup plus la caractéristique des magnocellulaires. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ça nous laisse justement la bonne réponse qui est la C, parce que les parvocellulaires, justement, se projettent à hauteur de l'éminence médiane. Donc ça, c'est plus de la pure morphologie. D'accord? Le complexe hypothalamo-hypophysaire, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le chef d'orchestre qui contrôle quasiment toutes les glandes endocrines du corps. Il y a cette notion de feedback qui est la plupart du temps négatif, où il y a l'hypothalamus qui stimule la bonne portion de l'hypophyse, elle va aller stimuler la glande correspondante. C'est pour ça que quand vous allez faire votre module d'endocrino, on va vous dire hyperthyroïdie centrale, hyperthyroïdie périphérique. Ça veut dire que l'exagération ou bien la localisation de l'anomalie, soit elle est au niveau du centre, c'est-à-dire soit l'hypothalamus ou l'hypophyse, ou bien au niveau de la glande. Là, en l'occurrence, c'est la thyroïde. D'accord? C'est cette notion de centrale et périphérique. Encore une question de morphologie. On vous dit que les cellules chromophobes sont considérées comme des cellules dégénératives, exclusivement phagocytaires, cellules indifférenciées potentielles, des cellules nerveuses, des cellules sécrétrices d'ACTH. Voilà, donc ce sont des cellules indifférenciées potentielles parce que pour l'instant, il faut savoir que la distinction entre les neurones au niveau de ces glandes centrales sont essentiellement par affinité tinctoriale, du moins au début. D'accord? C'est pour ça qu'on a reconnu les chromophobes des chromophiles. Celles qui prennent le colorant et celles qui ne le prennent pas. Elles ne le prennent pas pour l'instant parce qu'elles ne sont pas encore assez différenciées pour que cette affinité tinctoriale soit, on va dire, évidente. Donc ici, en l'occurrence, ce ne sont pas des cellules dégénératives, bien au contraire. Elles ne sont pas phagocytaires, d'accord? C'est des cellules nerveuses, oui, mais elles sont modifiées. Des sécrétrices d'ACTH, pas pour l'instant. Donc pour l'instant, elles sont en voie de différenciation pour perfectionner un petit peu leur aspect morphologique qui sera bien sûr correspondant à leur fonction. Voilà, donc la bonne réponse, c'est la C, parce que leur cytoplasme est peu colorable. Elles ne sont pas encore bien sûr dotées de ces granulés qui captent justement le colorant, qu'on appelle par la suite donc un chromo, ou bien une cellule chromophile. Une question plus physiologie, donc le transport des hormones neurohypophysaires se fait principalement par diffusion simple, transport actif capillaire, flux axonal, pinocytose, système porte hypothalamo-hypophysaire. Voilà, donc la réponse est déjà dans l'énoncé puisqu'on vous a dit neurohypophyse, c'est-à-dire connexion nerveuse-nerveuse. Ici, c'est des connexions entre deux neurones. La transmission du produit de sécrétion, en l'occurrence ici, se fait via l'axone. Donc la bonne réponse ici, c'est relativement évident puisque c'est le flux, c'est la C, flux axonal. Communication hypothalamus-adéno-hypophyse est directement nerveuse, directement hormonale systémique, indirecte par système porte, diffusion parenchymateuse, synapse chimique directe. Voilà. Donc encore une fois, le mot-clé ici, c'est hypothalamus-adéno-hypophyse. Elle n'est pas directement nerveuse, ça c'est le cas de la neurohypophyse, comme il a été signalé antérieurement. Elle n'est pas directe hormonale et systémique, ça ne peut pas se faire comme ça, c'est la définition même du système porte. Indirect par système porte, effectivement. Diffusion parenchymateuse, non. Par synapse chimique directe, non, parce que ça revient à dire que la communication est nerveuse. Donc, effectivement, encore une fois, la communication, ou bien la bonne réponse ici, est la C. Syndrome de Chiang.
Alors, le syndrome de Sheehan est qui dit syndrome, dit association de plusieurs signes cliniques. La plupart du temps, vous allez avoir une femme qui va accoucher et après la fin de son travail, elle sera victime d'une hémorragie très importante, d'une hémorragie gynécologique. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que vous allez assister à la souffrance de certaines structures ou certains organes liés à cette chute, on va dire à ce choc hypovolémique, si on appelle ça comme ça. D'accord? Donc la patiente va saigner et certains organes vont en souffrir. Pourquoi certains organes vont en souffrir? Parce qu'on a cette notion de vascularisation terminale pour certains organes. C'est quoi une vascularisation terminale? Il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas ce qu'on appelle en anatomie des réseaux de suppléance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette structure-là, si elle ne reçoit pas le sang de ce vaisseau-là et de ces ramifications-là, elle n'a pas de plan B. D'accord? C'est une vascularisation terminale. Et parmi les structures qui sont dotées de cette fameuse vascularisation terminale, vous allez avoir notre... Quels sont les organes qui sont donc soumis à cette notion de vascularisation terminale? Effectivement, le muscle cardiaque, il faut être précis, ce n'est pas le cœur, d'accord? C'est le muscle cardiaque. C'est pour ça qu'un infarctus du myocarde est dangereux, parce qu'il n'y a pas de connexion entre chaque artère va vasculariser un secteur bien défini. C'est-à-dire que si cette artère est bouchée, le secteur qui lui est donc sous sa responsabilité va en souffrir, d'accord? On a cette notion d'hypoxie, après on a cette notion d'infarctus ou de nécrose. Ben, c'est le même principe ici. Soit vous allez avoir une hyperplasie hypophysaire. Ah oui, une deuxième structure qui souffre aussi, donc on a déjà reçu une patiente comme ça, c'est, oui, bon, pas dans l'immédiat. Il y a une structure ostéologique qui en souffre. Oui, c'est un des os des membres inférieurs, ou une des portions des os des membres inférieurs. Exact. Donc, c'est la tête fémorale. Donc, la dame que l'on a reçue il y a, pour une autre raison, elle avait accouché et elle a fait une nécrose des deux têtes tumorales suite à un syndrome de Sheehan. Parce que la vascularisation de la tête du fémur est terminale également. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu que le principe de base ici, c'est une hémorragie très importante avec une souffrance des secteurs qui ne sont pas dotés de réseau de suppléance. Donc, le syndrome, on l'appelle syndrome parce qu'il peut se manifester de différentes façons. Là, ici, à l'échelle endocrinologique, vous avez ça, mais vous pouvez avoir d'autres conséquences. D'accord? Donc, pour revenir à ma question, vous allez avoir comme proposition une hyperplasie hypophysaire, une tumeur corticotrope, nécrose ischémique postpartum, mutation génétique congénitale, hypersécrétion d'ADH. Donc, ça, c'est un petit peu assez criard. Donc, les propositions sont très simples. Vous n'allez pas avoir d'hyperplasie. Il n'y a pas de raison pour avoir une hyperplasie, si vous savez ce que c'est qu'une hyperplasie. Alors, l'hyperplasie, par définition, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un tissu qui a la possibilité de se régénérer ou de proliférer. C'est-à-dire que les cellules peuvent proliférer. Donc, quand elles sont soumises à une stimulation, le nombre des cellules va augmenter, c'est-à-dire hyperplasie. Une autre façon de s'adapter également pour les tissus qui ne sont pas capables de proliférer, ou bien qui n'ont pas de capacité régénérative, c'est l'hypertrophie. Ça veut dire que les gens qui font beaucoup de sport vont avoir des muscles qui vont se développer. C'est pour ça qu'on parle d'hypertrophie musculaire. Le phénomène inverse existe également, c'est l'hypotrophie. Les gens qui sont alités pendant très longtemps, donc ils ne sollicitent pas leurs muscles, surtout les gros muscles, on va assister à une hypotrophie. Ça veut dire une baisse un petit peu de la quantité ou bien du volume de cette structure-là. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu pour répondre à la question hyperplasie hypophysaire, c'est quoi? Il n'y a pas de raison pour faire une tumeur corticotrope. Et surtout que, voilà, la raison principale, c'est une nécrose ischémique
Postpartum, ça n'a rien à voir avec une mutation génétique congénitale et ça n'a rien à voir avec l'hypersécrétion d'ADH. D'accord? Et ici, vous voyez très bien que c'est écrit nécrose ischémique postpartum. Ça veut dire que le problème, c'était un manque d'irrigation sanguine, expliqué par l'hémorragie de délivrance, qui est bien sûr importante. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est la C. Vous allez avoir une hémorragie sévère postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. La 5, une question plus clinique qu'autre chose. Une patiente présente un déficit en GH, prolactine et TSH avec conservation de l'ADH. La structure la plus probablement atteinte est les noyaux magnocellulaires, la neurohypophyse, l'adénohypophyse, les noyaux supraoptiques et l'éminence médiane uniquement. Voilà, la réponse est assez évidente parce que vous voyez très bien que l'ADH est conservé. Donc, ça enlève les noyaux magnocellulaires, la neurohypophyse, les supraoptiques, et il n'y a pas de raison pour que ce soit l'éminence médiane uniquement. Donc, par élimination, vous avez la bonne réponse qui est la C. L'ADH est produit par le nain et donc libéré dans la neurohypophyse. Glande pinéale ou épiphyse? Première question, c'est les capillaires pinéaux sont continus barriérisés, fenêtrés, dépourvus de contact avec les pinéalocytes, absents dans le parenchyme, entourés d'une barrière hémato-encéphalique stricte. Voilà. Donc, on a cette notion de capillaires qui sont fenêtrés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas continus, ils ne sont pas barriérisés. Il faut qu'il y ait un contact avec les pinéalocytes. Ils sont présents dans le parenchyme, donc c'est normal, c'est une glande endocrine. Entourés d'une barrière hémato-encéphalique stricte, ça, c'est faux. Donc, la barrière hémato-encéphalique ne concerne pas l'épiphyse. D'accord? La B, donc effectivement, les capillaires sont fenêtrés, ce qui facilite la libération rapide de la mélatonine dans la circulation. Donc, vous voyez que les propositions sont relativement simples. Calcifications pinéales apparaissent généralement à la naissance, pendant la puberté, après 60 ans, pendant le développement fœtal, uniquement en cas de tumeur pinéale. Donc, c'est relativement facile, encore une fois, c'est pendant la puberté, ce qui rend la réponse B la bonne réponse. Ça n'apparaît pas à la naissance ni au développement embryonnaire, ça n'apparaît pas au-delà de 60 ans, et bien sûr, ce sont des structures qui sont tout à fait normales, observables sur un parenchyme normal, donc ça n'apparaît pas en tout cas de tumeur pinéale. Voilà, la bonne réponse, c'est la B. Le rythme circadien de la mélatonine est régulé par le noyau arché, le noyau suprachiasmatique, la tige pituitaire, la glande thyroïde et le noyau ventromédian. Voilà, encore une fois, c'est en rapport intime avec le noyau suprachiasmatique parce que c'est ce qu'on appelle la gestion du rythme circadien. L'horloge biologique, la sensibilité à la lumière, c'est-à-dire la reconnaissance entre le jour et la nuit, et le fonctionnement même de cette glande pinéale. C'est pour ça qu'elle est maintenant le plus souvent perturbée chez nous en général, surtout les personnes qui consultent souvent les écrans la nuit, parce que la glande n'arrive plus à reconnaître et à fonctionner normalement et à dire que ça c'est le jour et ça c'est la nuit. Il y a une exposition excessive à la lumière, ce qui altère le fonctionnement de la mélatonine. Donc la bonne réponse ici, c'est la B. On vous dit que le noyau suprachiasmatique est l'horloge biologique centrale contrôlant la production circadienne de la mélatonine. Trajet du signal lumineux vers l'épiphyse comprend A. Rétine, tractus optique, PVN, pinéalocyte. Rétine, tractus rétino-hypothalamique, système nerveux central, PVN. Pardon, oui, noyau supra. Donc c'est inversé, c'est en anglais. La moelle épinière, c'est pas la moelle osseuse. Ganglion cervical supérieur afin les pinéalocytes.
Rétine, cortex visuel, épiphyse. Rétine, hypothalamus latéral, pinéalocyte. Rétine, hypophyse, thalamus, pinéalocyte. Voilà, la réponse est évidente. D'accord? Pourquoi? Parce que la gestion ou bien le fonctionnement de l'épiphyse, certes, il est sous la dépendance de l'exposition à la lumière, mais pas forcément dans le sens exposition ou bien ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la vision en elle-même. Autrement, les personnes qui n'arrivent pas, enfin les personnes aveugles n'allaient pas pouvoir gérer le rythme circadien. C'est pour ça qu'il y a tous ces relais-là qui impliquent justement un fonctionnement de l'épiphyse pour gérer un petit peu cette exposition à la lumière. Donc la bonne réponse, encore une fois, c'est la B. Le jet lag, donc jet lag ou qui dit en français le décalage horaire, ou bien il est lié à une déficience en mélatonine, décalage entre les signaux lumineux et l'horloge interne, lésion du noyau arqué, sucre, production de cortisol, destruction d'épinéalocytes. Donc décalage horaire, c'est un décalage entre les signaux lumineux et l'horloge interne. Ça, c'est pour les gens qui voyagent et qui traversent plusieurs fuseaux horaires. Donc, leur horloge leur dit que c'est la nuit ou le jour, mais l'exposition, selon le pays ou bien selon la région où il se trouve un petit peu contradictoire. Donc, ça peut avoir un petit peu une confusion à l'échelle donc centrale et un petit peu un décalage par rapport à ce qui est observé, par rapport à ce qui est ressenti. Donc, la réponse, encore une fois, ici est relativement facile. C'est la B. Parathyroïde. D'où vient l'ébauche médiane de la thyroïde? Endoderme, ectoderme, mésoderme, neurectoderme, mésenchyme. Effectivement, donc il faut revenir à la structure même de l'appareil bronchial pour vous dire que c'est endodermique. Parce que là, on vous a précisé que c'est l'ébauche médiane. D'accord? Donc, on a cette notion de tractus thyréoglosse et bien sûr, la localisation définitive de la thyroïde. C'est pour ça qu'il y a parfois certaines malformations qu'on appelle justement. Donc, soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas, vous êtes libre de quitter la salle. D'accord? Donc, je reviens pour dire que l'ébauche médiane thyroïdienne est issue de l'endoderme, plus précisément le plancher du pharynx primitif. Donc, je vous ai dit qu'elle apparaît un petit peu à la base de la langue. Normalement, ça, vous le savez. Et elle doit migrer pour gagner sa position définitive. Ce qui explique justement parfois l'existence de certaines malformations avec une thyroïde qui peut être ectopique. Ça veut dire qu'elle n'est pas située là où elle est censée être. Et parfois, on a cette notion de ce qu'on appelle le kyste thyréoglosse. Ça veut dire que normalement, ce chemin-là qu'elle a emprunté est censé dégénérer. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez avoir des gens qui se présentent en consultation parce qu'ils ont des tuméfactions. Donc, en général, c'est des enfants jeunes. Bon, parfois, c'est des adultes aussi. On les examine et on voit très bien qu'il y a quelque chose, un nodule sur la ligne médiane. Ça, c'est une chose. Secondo, c'est que vous allez avoir un mouvement de cette structure-là, de cette tuméfaction à la déglutition, parce que c'est toujours encore connecté. On ponctionne, parce que c'est notre travail en tant que cytologiste de faire des cytoponctions, et la plupart du temps, on ramène un liquide qui rappelle celui de la salive. Donc, éventuellement, on peut dire qu'il s'agit probablement d'un kyste thyréoglosse, persistant, bien sûr. Donc ça, c'est entre parenthèses. Cellule C de la thyroïde. Bon, ça, c'était un petit peu la nouveauté des supports qui vous sont maintenant présentés, parce que pendant des années et des années et des années, on a toujours dit que les cellules C étaient dérivées des crêtes neurales. D'accord? Chose qui doit changer maintenant, parce que les cellules C ne dérivent pas des crêtes neurales. D'accord? La bonne réponse ici serait la B, parce qu'effectivement, elles sont originaires de ce qu'on appelle le corps ultimobranchial, et c'est de là, effectivement, qu'on a réussi à comprendre qu'elles viennent justement de ces structures-là endodermiques et non les crêtes neurales.
Un follicule thyroïdien hyperactif. Alors, c'est quoi d'abord un follicule thyroïdien? Pour comprendre comment un follicule thyroïdien sera hyperactif. Un follicule thyroïdien, donc, c'est un petit peu une grosse vésicule parce que les glandes endocrines sont réparties selon l'aspect de leur unité sécrétoire quand elle existe. Et vous allez avoir cet aspect en une grosse vésicule qu'on appelle le follicule thyroïdien. Donc, un follicule, c'est une poche. Elle a une lumière qui est comblée ou bien remplie de ce qu'on appelle la colloïde, parce que la thyroïde, on vous l'a dit, est la seule glande endocrine qui arrive à stocker ses hormones. Les autres les fabriquent et les libèrent, mais la glande thyroïdienne fonctionne, je ne dirais pas comme une glande exocrine, mais c'est une glande endocrine spéciale, parce qu'elle stocke son hormone. Bien sûr, les follicules au sein du parenchyme thyroïdien sont indépendants. D'accord? Chaque follicule fonctionne un petit peu à part. C'est pour ça que quand vous avez une coupe histologique, les follicules peuvent avoir une taille différente. D'accord? Et là, en l'occurrence, puisqu'on vous pose la question par rapport à un follicule qui est en hyperfonctionnement, morphologiquement, qu'est-ce qu'on va voir? Colloïde dense et eosinophile, grande taille folliculaire, épithélium aplati, vacuole de résorption, absence de colloïde. Donc, on élimine déjà absence de colloïde, parce que malgré tout, quelle que soit la taille du follicule, il y aura toujours de la colloïde. Vacuole de résorption, effectivement, c'est un signe d'hyperfonctionnement. Pourquoi? Parce que maintenant, la glande a besoin de ses hormones. Elle va donc les réabsorber pour les réexploiter. Grande taille folliculaire, bon. Colloïde dense et eosinophile, c'est plutôt l'inverse. Donc, en D, en hyperthyroïdie, la colloïde est claire parce qu'elle est résorbée. D'accord? Elle est, on va dire, de plus en plus diluée parce qu'au fur et à mesure, on a les hormones thyroïdiennes stockées qui sont réabsorbées pour être maintenant déversées dans la circulation interne. Récepteur à la TSH. Où se trouve le récepteur à la TSH? Est-il au pôle apical du thyréocyte, le cytoplasme, l'appareil de Golgi, et non Golgi tout court, le noyau ou le pôle basal? Voilà. Pourquoi serait-il à ce niveau-là? Voilà. Il faut se rappeler toujours la structure. Donc, au pôle apical, vous êtes en contact avec la colloïde. D'accord? Donc, s'il y a lieu d'avoir un récepteur à la TSH, donc c'est l'hormone thyréostimulante, il faudrait qu'il se mette au niveau du pôle basal parce que c'est ce pôle-là qui est en contact avec la vascularisation. D'accord? Donc, ici, effectivement, la bonne réponse est la E. Et pourquoi il ne serait pas au niveau du noyau? Voilà. Donc, c'est par rapport à la nature hydrophile, encore une fois, de l'hormone. La E, effectivement, donc c'est le pôle basal des cellules folliculaires. Si vous voulez revenir sur vos schémas du cours, vous allez très bien comprendre cette localisation. Calcitonine. Alors, calcitonine, c'est un petit peu la deuxième hormone produite par la thyroïde. Bien sûr, pas par le follicule thyroïdien, mais c'est plutôt les cellules C, qui sont donc, on les appelle justement les cellules parafolliculaires. Donc, elles ne font pas partie du follicule en lui-même, mais elles sont juste à côté. Elles produisent dans ce qu'on appelle la calcitonine, dont l'antagoniste est, voilà, vous allez avoir l'hormone contraire, qui est la parathormone, qui, elle, est produite par ce qu'on appelle la parathyroïde. Donc, elle est hypercalcémiante, produite par les thyréocytes, non. Produite par la cellule C, oui. Sécrétée dans la colloïde, non. Et produite par les parathyroïdes. Voilà, donc vous voyez très bien que la proposition est relativement facile ou évidente, puisque effectivement la calcitonine est produite par les cellules C de la thyroïde. D'ailleurs, c'est l'hormone que l'on dose quand vous cherchez une des pathologies malignes qui sont un petit peu de mauvais pronostic, qu'on appelle le carcinome médulaire ou le cancer médulaire de la de la thyroïde. C'est un cancer neuroendocrine qui est caractérisé par une surproduction de calcitonine. D'accord? Voilà, donc hormone effectivement
calcimiante, contrairement à la parathormone, produite effectivement par les cellules C. Le pancréas. Alors, le pancréas, c'est la glande amphicrine par excellence. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est la portion endocrine. D'ailleurs, on les appelle les îlots de Langerhans, qui sont donc, est-ce qu'ils représentent 1% du poids du pancréas, sont plus abondants au niveau de la tête, mesurent moins de 50 microns, absents chez l'adulte, ils sont encapsulés par une capsule fibreuse épaisse. Encore une fois, c'est très facile, c'est la A parce qu'effectivement, c'est 1% du parenchyme pancréatique. Ce n'est pas plus abondant au niveau de la tête, c'est plutôt l'inverse, c'est au niveau de la queue. Leur taille dépasse les 50 microns. Heureusement qu'ils sont présents chez l'adulte, sinon tout le monde aurait fait un diabète sucré. Ils sont encapsulés par une capsule fibreuse épaisse, c'est contraire à leur nature endocrine. D'accord? Donc, effectivement, c'est la A. L'anneau hépatopancréatique de Weber. Ça, c'est du développement embryonnaire. Apparaît à la 7e semaine, à la 12e semaine, à la 5e semaine, vers J25 du développement ou après la naissance. Voilà, donc c'est quelque chose qui apparaît relativement assez tôt dans le développement embryonnaire. Anneau hépatopancréatique de Weber qui va apparaître au 25e jour du développement. Et d'ailleurs, normalement, cet anneau-là n'est pas censé persister en entier parce que quand il persiste en entier, on a ce qu'on appelle une malformation qui est le pancréas annulaire. D'accord? Donc, la bonne réponse, c'est la D. Les îlots de Langerhans primaires, encore une fois, c'est du développement embryonnaire. Persistent toute la vie? Non, parce que s'il y a des primaires, ça veut dire qu'il y a des secondaires ou des définitifs. Apparaissent après la naissance? Non, c'est plutôt l'inverse. Donnent directement des îlots définitifs. Dégénèrent avant la naissance. Proviennent du mésoderme. Ils ne proviennent pas du mésoderme. Îlots de Langerhans, ils dégénèrent et disparaissent avant la naissance. Bon. Encore une fois, c'est une proposition relativement simple. En microscopie optique, les îlots endocriniens sont plus foncés que les acinis, pauvres en capillaires, de structure folliculaire, entourés d'une capsule épaisse, peu colorable en coloration classique. Donc, les acinis pancréatiques, c'est les unités de sécrétion pour la partie exocrine du pancréas. D'accord? Comme c'est des éléments qui ne sont pas muqueux, ils sont plus séreux, ils sont foncés. Donc, un îlot de Langerhans ne va pas être plus foncé qu'un acinus pancréatique. Pauvre en capillaire, c'est contraire encore une fois au fonctionnement de la glande endocrine qui est représentée ici par tous les îlots de Langerhans. Structure folliculaire, non. Ça, ce n'est pas forcément la finalité d'une glande endocrine, sauf la thyroïde, bien sûr. Entouré d'une capsule épaisse, encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'un îlot de Langerhans fonctionne. Peu colorable en coloration classique, c'est vrai. D'accord? Donc, ça va nous laisser la proposition E comme bonne réponse. Parce que c'est vrai, si vous avez, bon, du moins vous avez vu les diapos sur vos cours, vous avez, c'est comme ça d'ailleurs nous quand on passe nos examens, parce qu'on a des lames d'histologie à voir, on a tout le pancréas qui est foncé et des éléments qui ressortent parce qu'ils sont plus clairs. Donc on dit que ça c'est un îlot de Langerhans et la partie qui est plus foncée c'est la partie exocrine du pancréas. Mais dans les colorations standards, je ne peux pas vous dire où sont les cellules alpha ou bêta ou autres. D'accord? Donc ça, c'est important également à connaître. D'ailleurs, c'est la question d'après. Les cellules bêta sont périphériques, sécrètent le glucagon, représentent moins de 20%, ont des granulations acidophiles, sécrètent l'insuline. Encore une fois, la réponse est la plus évidente ici, c'est la E, parce que les bêta, justement, sont la source de l'insuline. Elles ne sont ni périphériques,
elles ne produisent pas le glucagon, elles ne sont pas inférieures, ou bien leur proportion n'est pas inférieure à 20%, et leurs granulations ne sont pas acidophiles. Et c'est la destruction justement de ces cellules-là qui constitue la base de ce qu'on appelle le diabète sucré. Les glandes surrénales, donc encore une glande endocrine, comme leur nom l'indique, elles sont situées au niveau abdominal, au-dessus de chaque pôle rénal supérieur. Concernant l'origine embryologique des glandes surrénales, bien sûr, la glande surrénale est spéciale parce que c'est l'assemblage entre deux structures glandulaires. On a des structures qui sont centrales et qui représentent la médullo-surrénale, d'accord? Donc, c'est plutôt le fonctionnement du système nerveux périphérique. Et vous avez la partie périphérique, ce qu'on appelle également le cortex surrénalien, qui est donc représenté par des glandes qui sont essentiellement dédiées à la production d'hormones stéroïdes. Elle-même est subdivisée en 3 couches, normalement vous le savez, et chaque couche a le capital enzymatique nécessaire pour produire un certain type d'enzyme. D'accord? Donc ici, la question c'est origine embryologique des glandes surrénales. Logiquement, puisqu'il y a une double composante, on devrait avoir une double origine embryologique, ce qui est le cas. Alors, la cortico-surrénale dérive du mésoblaste. La médullo-surrénale dérive du mésoblaste. Les deux dérivent de l'endoderme. La cortico-surrénale dérive des crêtes neurales. Et là, je n'arrive pas à voir la proposition d'après. Je ne sais pas c'est quoi la E. Donc, je vais voir sur le... Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la E? La médullo-surrénale dérive de l'endoderme. Voilà la E. Donc, est-ce que la cortico-surrénale dérive du mésoderme? Est-ce que la médullo-surrénale dérive du mésoblaste? Les deux dérivent de l'endoderme. Ah oui, pardon. Donc, en fait, la E, c'est la médullo-surrénale dérive de l'endoderme. Ça, c'est faux. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Paramètres d'affichage. Dupliquer-le. La bonne réponse ici, c'est la A, parce que tout simplement, effectivement, l'épithélium célomique est à l'origine de la cortico-surrénale qui vous donne par la suite, donc le cortex surrénalien, bien sûr, il va passer par différents stades de différenciation. Et bien sûr, tout ce qui est crête neurale va donner la médullo-surrénale, qui est donc d'origine ectoblastique à partir des crêtes neurales. D'accord? Neurectoblastique des crêtes neurales. La deuxième question, encore une fois, avec l'embryologie, c'est au cours du développement embryologique, le cortex fœtal apparaît après la naissance? Non. Représente 20% de la glande, apparaît dès le 3e mois et représente environ 80% de la glande au 2e trimestre, et c'est la zone glomérulée définitive. Voilà, donc ce n'est pas la zone glomérulée définitive, c'est un petit peu la majorité du parenchyme
pendant le deuxième trimestre. Il ne disparaît pas dès le troisième mois, donc ce n'est pas 20% de la glande, et il ne peut pas apparaître après la naissance, c'est plutôt l'inverse. D'accord? Même si on sait que la glande surrénale continue son développement même après la naissance, jusqu'à l'âge environ de 3 ans. Concernant l'origine, donc la bonne réponse ici, c'est la D. C'est lui le cortex majoritaire durant le deuxième trimestre de la grossesse. La 3. Quelle est la zone la plus épaisse de la cortico-surrénale? Glomérulé, fasciculé, réticulé. C'est effectivement la E, c'est la fasciculée. Même sur l'écho histologique, vous allez facilement le voir, donc c'est facile à distinguer parce que la fasciculée est une organisation avec des cellules en faisceau. Ça veut dire que c'est plutôt relativement une organisation linéaire. Et quand vous comparez, vous voyez très bien que la fasciculée est plus épaisse. Les cellules spumeuses, riches en vacuoles lipidiques, sont caractéristiques de la zone glomérulée, la médulo-surrénale, la réticulée, le tiers externe, et logiquement, c'est la fasciculée. Bon, encore une fois, il faudra vérifier. Ah, pardon, c'est de la capsule, donc c'est très facile à éliminer. Donc, quelle serait la bonne réponse? Donc, encore une fois, bien sûr, pourquoi on les appelle cellules spumeuses déjà? C'est quoi spumeux? Exactement, donc c'est des cellules vacuolisées, mais qui rappellent un petit peu l'organisation. Spumeux, c'est tout ce qui est rapport avec la mousse, d'accord? Donc c'est une coexistence de plusieurs éléments optiquement vides. Donc plusieurs éléments optiquement vides qui rappellent justement cet aspect-là en mousse, expliqué justement par... Pourquoi on a cet aspect justement spumeux? La réponse est déjà dans l'énoncé de la question. Pardon? Oui, c'est-à-dire? C'est quoi le rapport avec le fait d'avoir des vésicules lipidiques, bien des vacuoles lipidiques, qui est plus correct, et le fait d'avoir cet aspect spumeux? J'ai pas... Pardon? Non, non, l'aspect spumeux, c'est un aspect morphologique. Ça veut dire quand je regarde une lame d'histologie, la cellule, quand je la regarde, on a l'impression qu'elle a de la mousse à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est expliqué tout simplement par la préparation histologique. Souvenez-vous, quand on fait une fixation, on prépare des lames d'histologie, on fait ce qu'on appelle des bains de dégression. D'accord? Donc, on se débarrasse de tout ce qui est lipidique. Ça veut dire qu'au début, si on avait la possibilité de voir la cellule in vivo, ou avec des colorations spéciales, vous allez avoir des vacuoles lipidiques. Mais moi, quand je la regarde, les lipides n'y sont plus parce qu'ils ont été dilués, bien dégradés. Ça laisse justement cet aspect optiquement vide. Donc, c'est blanc. On a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur parce que tout simplement, il n'y a plus rien à l'intérieur. D'accord? Donc, l'aspect spumeux, c'est plus morphologique. Et on sait bien sûr que c'est en rapport avec des vacuoles lipidiques stockées, utilisées par la suite pour la synthèse des hormones stéroïdiennes. Stéroïdienne, ça veut dire que l'élément de base est le cholestérol. Donc, encore une fois ici, le tiers externe de la zone fasciculée est fait de cellules volumineuses à cytoplasme spumeux, c'est-à-dire vacuolaires, riches essentiellement en vésicules ou bien en vacuoles lipidiques. La médulo-surrénale, donc ça c'est la deuxième partie de notre glande surrénale, produit des stéroïdes? Non. Dérive du mésoblaste? Non plus. Organisé en follicule? Non. Stimulé par des fibres postganglionnaires? Oui, parce que c'est une extension du système nerveux périphérique. Stimulé par les fibres sympathiques préganglionnaires? Non, c'est curieux parce que chez moi, c'est... Attendez.
Voilà, paramètres d'affichage, dupliquer la diapo. Normalement, maintenant, vous arrivez à voir, sauf qu'il manque, je pense, A, B, C, D, E, donc c'est bon. Oui? Je ne pense pas avoir le temps pour ça, mais bon. Attendez, on va d'abord finir la question et je vais voir. Donc, les cellules de la médule surrénale produisent des stéroïdes, dérivent du mésoblaste, organisés en follicules, stimulés par les fibres postganglionnaires ou les fibres sympathiques préganglionnaires. C'est entre la D et la E. Pourquoi pas la D? Pardon? Comment on appelle la médulo-surrénale? Oui, parce que la médulo-surrénale est considérée comme un ganglion sympathique. Parce qu'elle produit l'adrénaline et la noradrénaline. Ce qui est des éléments très importants du système nerveux périphérique. Donc, en elle-même, en fait, c'est un ganglion du système nerveux périphérique. Donc, logiquement, elle sera stimulée par des fibres sympathiques préganglionnaires. D'accord? Et la particularité, c'est que cette fois, au lieu que ce soit un ganglion qui aura des projections nerveuses, il va vous produire des éléments hormonaux qui vont aller agir justement, que ce soit donc dans une situation de stress, pour induire justement la réaction qu'il faut. Donc ici, en l'occurrence, la bonne réponse, c'est la E, parce que vous allez avoir des fibres sympathiques préganglionnaires, destinées justement aux ganglions sympathiques que représente la médulo-surrénale. Appareils reproducteurs. Donc ici, c'est les appareils reproducteurs au pluriel. D'accord? Un des cours est le mien, justement, c'est l'appareil génital masculin. Et en termes d'embryologie, c'est un petit peu spécial. Bien sûr, concernant la formation du gonade masculin, alors votre système de génération ne s'y connaît pas trop en orthographe parce que c'est la gonade masculine et non masculin. Vous allez avoir plusieurs propositions. Le mésenchyme extra-embryonnaire donne les cellules germinales et les cellules de Leydig responsables de sécrétion de testostérone. Le canal de Wolff est à l'origine de formation du rété-testis. Les canaux de Muller régressent sous l'influence de l'AMH produite par les cellules de Leydig. Le dimorphisme est déterminé au 7e mois sous la dépendance du gène SRY. Les cordons testiculaires sont formés de gonocytes et de cellules de Sertoli d'origine célomique. Alors, il faut avancer au fur et à mesure. Ça veut dire s'il y a 5 propositions, il faut avancer par élimination. Le mésenchyme extra-embryonnaire donne les cellules germinales et les cellules de Leydig responsables de sécrétion de testostérone. Il y a une partie qui est juste et une partie qui n'est pas juste. Parce que c'est vrai que le mésenchyme extra-embryonnaire donne les cellules germinales. Donc, je vous ai dit quand je vous ai fait le cours que les cellules germinales sont d'origine extra-embryonnaire. Elles sont donc issues de la paroi de la vésicule vitelline. Elles vont devoir migrer via le mésentère dorsal pour arriver à leur destination finale qui est crête génitale. Ça veut dire crête génitale plus cellule germinale vous donne une gonade indifférenciée. C'est-à-dire que vous avez les éléments mésenchymateux qui peuvent vous donner soit un chorion ou un mésenchyme, je dirais plus un mésenchyme ovarien ou testiculaire. Vous allez avoir également des cellules germinales qui vous donnent soit des spermatogonies ou des ovogonies. D'accord? Donc vous avez on va dire la matière première pour aboutir soit à un ovaire ou un testicule. Ce qui va être déterminant ici, c'est le profil ou bien le profil génétique qui est lui déterminé à la fécondation. Si vous avez un XY, la différenciation devrait s'orienter vers le sens masculin. Si vous avez un génotype justement XX, normalement ça devrait aboutir à un morphotype
féminin. C'est pour ça que quand j'ai fait le cours, pour ceux qui ont assisté, j'ai dit qu'on ne parle pas d'un embryon masculin ou féminin, on dit d'embryon XX, embryon XY. On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. C'est pour ça qu'on a ce stade-là indifférencié. Pourquoi je dis que c'est indifférencié? Parce que morphologiquement, je ne peux pas dire si c'est un testicule ou un ovaire. D'accord? Donc ici, c'est vrai que le mésenchyme extra-embryonnaire va vous donner les cellules germinales, mais les cellules de Sertoli ne viennent pas du mésenchyme extra-embryonnaire. Ni les cellules de Leydig, justement. D'accord? Les cellules de Leydig ne sont pas extra-embryonnaires en principe. Donc ça élimine la A. Canal de Wolff va donner le rététestis. On va laisser ça de côté. Canaux de Muller régresse. Régresse, c'est censé être au pluriel. Sous l'influence de l'AMH produite par les cellules de... Voilà, la cellule de Leydig est une cellule endocrine dédiée à la production de testostérone. La cellule de Sertoli est une cellule de soutien d'origine mésenchymateuse dans la glande, donc dans notre futur testicule. Donc, elle est là pour assurer non seulement le soutien et tout ce que vous voulez, mais aussi elle intervient dans l'orientation de la différenciation sexuelle. En plus, bien sûr, d'un gène SRY fonctionnel. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'hormone anti-mullérienne, comme le nom l'indique, elle s'oppose au développement des canaux de Muller. Donc, ici, là, c'est fausse également. Le dimorphisme est déterminé. Dimorphisme, c'est-à-dire cette notion de différenciation masculine ou féminine. Donc, c'est ça la particularité des appareils reproducteurs. C'est que contrairement aux autres appareils, donc un appareil cardiovasculaire se développe pour vous donner un appareil cardiovasculaire. Respiratoire, c'est la même chose. L'appareil génital, il est indifférencié. Il peut vous donner soit un appareil féminin ou un appareil masculin. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme. La possibilité, soit c'est féminin, soit c'est masculin. Donc, vous allez avoir un dimorphisme qui est déterminé non pas au 7e mois, mais plutôt à la 7e semaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'entre la première et la 6e semaine, au bout de la 7e, on est censé aboutir à quelque chose. Soit un testicule, soit un ovaire. Et idéalement, dans les normes, l'aspect morphologique de notre appareil reproducteur est censé correspondre à notre profil génotypique. Ça veut dire qu'un embryon XY est censé avoir un testicule et des voies génitales masculines et des organes génitaux masculins, effectivement. Et un embryon XX, c'est-à-dire un embryon de génotype féminin, est censé avoir le développement de toutes les structures de l'appareil reproducteur féminin. Ça sous-entend que vous allez avoir un utérus, normalement un utérus, 2 trompes, et le reste des structures, c'est-à-dire un vagin et des organes génitaux féminins. Dans le cas contraire, pour une raison ou une autre, vous allez avoir ce qu'on appelle une ambiguïté sexuelle. Ça veut dire que à la naissance, parce que ce genre de choses, en général, on le constate à la naissance, vous allez assister à l'impossibilité de dire si ce nouveau-né est un garçon ou une fille. Parce qu'en général, c'est la première chose qu'on dit à la mère. Félicitations, vous avez un garçon. Félicitations, vous avez une fille. Alors, au moment de l'accouchement, quand on a le nouveau-né, bon, j'ai eu l'occasion de voir au moins un cas comme ça, vous ne savez pas ce que vous allez dire à la mère. Parce que ce n'est ni un garçon ni une fille. D'accord? Donc, ça pose un problème. On ne peut pas aller le déclarer à la mairie. On ne peut pas dire qu'il est féminin ou masculin. Et là, l'urgence, c'est définir justement le sexe de cet enfant-là en faisant ce qu'on appelle un karyotype. Donc, il faut définir son génotype, parce que celui-là, à la rigueur, il est fixe. On dit qu'il est de génotype masculin ou génotype féminin. Mais morphologiquement, c'est une ambiguïté sexuelle. Bien sûr, les étiologies ou les raisons de cette anomalie sont multiples, mais nous, dans le cadre de l'urgence, on doit définir d'abord l'identité de cet enfant-là. Donc, il y a tout un bilan d'exploration qui va se faire. On va aller chercher des malformations associées. On va aller chercher lequel des deux appareils est le plus développé. Donc, si j'ai un appareil féminin qui est plus développé, on va essayer de réparer via des interventions chirurgicales pour aller faire ressembler ces structures-là, donc les organes génitaux externes, à des organes féminins le maximum possible. Et inversement. D'accord? Mais la plupart des anomalies, elles sont plus orientées vers le côté féminin. D'accord?
Donc, j'élimine la C, même la D, et les cordons testiculaires sont formés de gonocytes et de cellules de Sertoli d'origine célomique. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est quoi? J'espère que je n'ai pas entendu. C'est quoi les gonocytes? Et j'espère que je n'ai pas entendu. C'est quoi les cordons testiculaires non plus? Donc, les cordons testiculaires se forment après colonisation de l'épithélium célomique par les cellules germinales. Ça, on le sait. Pourquoi les autres sont fausses? Parce que la B, le rététestis, provient des cordons sexuels. Les cordons testiculaires. Oui, les cordons sexuels, c'est normal parce que c'est le début des voies génitales intratesticulaires. Je pense qu'il y a une discordance ici aussi. Entre autres, oui. Le rététestis provient normalement de la partie initiale du canal de Wolff. Ça tombe bien, j'ai le cours. Ah non, c'est vrai, mais moi j'avais oublié. Donc ici, on a une différenciation musculaire, testiculaire qui va vous donner par la partie ou la zone centrale de la gonade qui va vous donner les cordons médulaires ou testiculaires qui sont donc le futur rététestis. D'accord? Donc la partie initiale des voies génitales dépend effectivement des cordons médulaires et à partir du rététestis, vous allez avoir les canaux de Wolff. Pardon? Vous avez votre support en principe, vous pouvez largement le voir chez vous. Hein? Donc, voilà. Je vais faire encore mieux parce que si vous avez assisté au cours, vous aurez vu que j'avais utilisé une vidéo, donc je vais la rediffuser. J'espère juste qu'elle va fonctionner parce que c'est ce qui s'est passé l'autre jour et maintenant j'ai bien compris. Ah, malheureusement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir... Je sais, je vais le mettre. Donc ici, on vous dit que la différenciation masculine est sous la dépendance du gène SRY, donc c'est le gène responsable du déterminisme sexuel sur le chromosome Y. Il va agir sur les cordons primitifs de la gonade indifférenciée pour favoriser le développement. Bien sûr, les cordons primitifs, on a les corticaux et les médulaires. Les médulaires, normalement, vont devenir notre futur testicule. Ils seront donc prépondérément développés au niveau du testicule. Et les corticaux vont se développer du côté ovarien. D'accord? Parce que c'est dans le cortex ovarien que vous allez avoir vos follicules ovariens.
Donc, en l'occurrence ici, la partie toute initiale de nos voies génitales intratesticulaires, c'est-à-dire le rététestis, provient effectivement des cordons sexuels médulaires. D'accord? Et au-delà du rététestis, vous allez avoir par la suite le début des voies génitales extratesticulaires qui sont eux, ou bien qui sont elles, développées à partir des canaux de Wolf. Ça élimine donc la B comme bonne réponse. Oui, j'ai dit que ça l'élimine comme étant bonne réponse. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne réponse. Ça laisse donc la E comme la proposition juste pour cette question. Oui. Pardon? Je n'ai pas compris la question en fait. La première réponse. Parce que le mésenchyme extra-embryonnaire a beau vous donner les cellules germinales, il ne vous donne pas les cellules de Leydig. Qui donne les cellules de Leydig? Ce n'est pas moi. Les cellules de Leydig, elles sont mésenchymateuses, mais ce n'est pas le mésenchyme extra. Elles sont intra-embryonnaires à partir du mésenchyme célomique. D'ailleurs, puisque vous m'avez rappelé ça, c'est que, rappelez-vous que quand j'ai une configuration de base indifférenciée, c'est que j'ai un mésenchyme indifférencié et des cellules germinales indifférenciées. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je peux avoir des cellules spermatogonie, ovogonie, et dans le mésenchyme, je peux avoir des cellules de Leydig, des cellules de Sertoli, et je peux avoir des cellules de la granulosa et les autres cellules des follicules ovariens. Donc récemment, j'avais assisté à un congrès, on a dit qu'un homme peut parfaitement faire des tumeurs malignes de la granulosa. Et une femme peut faire des tumeurs malignes des cellules de Sertoli. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est le même mésenchyme qui a donné ces deux types cellulaires. Donc, pour une raison et une autre, on peut avoir des proliférations, donc prolifération cellulaire maligne, des cellules qui ressemblent à celles de la granulosa chez un homme, même s'il n'a pas de follicule ovarien, et vous pouvez avoir des cellules de Sertoli maligne chez une femme, même si elle n'a pas de tube séminifère. D'accord? Donc, l'embryologie arrive à expliquer beaucoup d'anomalies par la suite. La formation des voies génitales féminines. A. Les canaux de Muller sont à l'origine de la formation de l'intégralité des trompes, utérus et vagin. Faites attention aux mots genre totalité, intégralité, toujours, jamais. Ça, c'est un petit peu risqué, d'accord? Donc, à chaque fois que vous lisez ça, il faut vraiment vérifier si c'est vrai ou pas. Et la plupart du temps, c'est faux. La partie inférieure du canal de Muller fusionne avec son homologue sous influence de l'AMH, hormones antimullériennes et calottes de Muller, normalement, ce n'est pas censé cohabiter, pour former l'utérus et la partie supérieure du vagin. 3, ou bien C, en fin de grossesse, on obtient au niveau du cortex des follicules primordiaux, renfermant chacun une ovogonie. En fin de grossesse. Attention. Le sinus urogénital participe en partie à la formation des voies génitales féminines. Les propositions B et D sont justes. Voilà, donc il faut avancer au fur et à mesure, bien lire les propositions et essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche dans chaque proposition. Donc pour vous, est-ce que la B est juste et la D est juste? Voilà, donc on a dit que la partie inférieure du canal de Muller fusionne, ça veut dire qu'elle se développe. C'est vrai que parce qu'il y a deux canaux de Muller. Et normalement, quand tout va bien, ils vont fusionner sur la partie médiane pour vous donner normalement une cavité utérine. Une seule cavité utérine. C'est pour ça qu'il y a des malformations, il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle un utérus cloisonné. C'est-à-dire que c'est un utérus coupé en deux. Avec soit un seul vagin, ou bien un utérus bifurqué. Un utérus bicorne. D'accord? Tout ça, c'est expliqué par le fait qu'initialement, vous aviez deux canaux. S'ils fusionnent bien, ça vous donne une seule cavité utérine. S'il y a la moindre anomalie, ça va vous donner des malformations de l'utérus. Ou parfois, carrément, la disparition, donc qu'il n'y ait pas une trempe d'un côté. D'accord? Donc, c'est variable. Mais tout ce qu'il y a lieu de comprendre ici, c'est que ça ne peut pas être sous l'influence de l'AMH. Parce que hormone antimullérienne, par définition,
on sait qu'elle est produite par la cellule de Sertoli, il n'y a pas de raison qu'elle influence le développement de la cavité utérine. Donc, ça laisse pour nous justement le sinus urogénital comme étant donc un des acteurs qui participent à la formation du vagin. C'est pour ça qu'on l'appelle sinus urogénital. Il vous donne des structures urologiques et des structures vaginales. Et bien sûr, chez la femme, c'est assez évident parce que la séparation entre appareil urinaire et génital est complète. La femme, quand elle a des problèmes urinaires, elle part chez l'urologue. Si elle a des problèmes gynécologiques, elle part chez le gynécologue. L'homme, non. S'il a des problèmes urologiques ou des problèmes dans son appareil reproducteur, il part toujours chez l'urologue. D'accord? La 3, contrairement aux testicules, donc c'est toujours dans le développement embryonnaire, la différenciation ovarienne est A. Une poussée massive de l'albuginée dès la 7e semaine, la persistance des cordons sexuels médulaires qui deviennent fonctionnels, apparition de cordons sexuels secondaires corticaux de Valentin-Flugère, transformation immédiate du canal de Wolff en trompe, absence totale de cellules germinales avant le 3e mois. C'est normal. Contrairement aux testicules où les cordons médulaires prédominent, l'ovaire se caractérise par une poussée des cordons corticaux parce que, encore une fois, je l'avais signalé, que vos follicules ovariens se retrouvent à la partie périphérique de notre glande ovarienne. D'accord? Les médulaires, par contre, se développent pour le cas de la glande testiculaire. Le devenir du gubernaculum testis chez la femme, enfin le gubernaculum, guber, il manque un R ici. Il régresse totalement, ne laisse aucune trace, se transforme totalement en ligament large de l'utérus. Sa partie crâniale forme le ligament propre de l'ovaire et la caudale donne le ligament rond de l'utérus. Donne naissance au ligament suspenseur de l'ovaire, forme la gaine fibreuse des trompes. Donc ça, c'est plus de l'anatomie ou un peu d'embryologie. Alors, pour la demoiselle qui jouait avec son téléphone, avec le foulard rouge, et son camarade, le voisin d'à côté, quelle serait la bonne réponse? Il faut avancer par élimination. Donc, vous demandez au téléphone d'avoir la bonne réponse. Eh bien, vous pouvez toujours lire. Non, plutôt, vous étiez en train de parler avec votre copine. Ça, ce n'est pas mon problème. Si je parle, vous vous taisez. Donc, quelle serait la bonne réponse, monsieur, dame? Pourquoi? C'est quoi le gubernaculum déjà? Le? Non, mais c'est quoi comme structure? À quoi ça sert chez l'homme? Est-ce qu'on vous dit le devenir du gubernaculum? Normalement, son nom complet, c'est gubernaculum testis. Chez la femme, ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Avant d'arriver à régresse ou reste ou régresse en partie. Mais ça sert à quoi à la base? Chez l'homme. Donc, effectivement, il sert à, c'est pas, ça sert à, mais surtout que ça sert à fixer le testicule là où il est. D'accord? Donc, le gubernaculum, c'est la fixation du pôle basal du testicule pour bien le laisser au fond du scrotum. Donc, à quoi ça servirait chez la femme? Ligament? Non, ça c'est en intra-abdominal. C'est anatomie, au nom complet.
Donc, on vous dit que le gubernaculum, parce qu'il y avait un R qui manquait, guide la descente testiculaire. Donc, chez la femme, l'utérus coupe le gubernaculum en deux. La partie supérieure devient ligament propre de l'ovaire et la partie inférieure devient ligament rond, aboutissant aux grandes lèvres. Donc, explique pourquoi l'ovaire s'arrête dans le pelvis alors que le testicule descend jusque dans le scrotum. En principe, donc, apparemment, vous avez fait ça dans votre cours. Oui ou non? Les questions ont des réponses adaptées selon vos supports. Donc, il n'a pas allé, la machine n'est pas partie chercher les réponses ailleurs. Donc, soit vous n'avez pas le bon support, soit c'est la machine qui n'a pas trouvé la bonne réponse. La présence de cellules germinales dans les crêtes génitales. A. Est accessoire, n'a aucun rôle inducteur, inutile, indispensable au développement des gonades, se fait après la 8e semaine. Alors, c'est une question relativement pas très élaborée. Elle est accessoire loin de là, parce que quand il n'y a pas de glande génitale, de cellules germinales, il n'y a pas de glande génitale. On le constate justement quand vous allez avoir des individus, des hommes, où les spermatogonies ne se sont pas développées. Donc, au fil du développement embryonnaire, pour une raison ou une autre, vous allez avoir des spermatogonies ou bien des cellules germinales futures spermatogonies qui n'ont pas migré, qui ne se sont pas développées. Donc, vous allez assister à un testicule où il y a un épithélium dans le tube séminifère composé uniquement de... Si vous enlevez les cellules, on va dire spermatogonies et compagnie de l'équation, qu'est-ce qui vous reste? Tout à fait. Donc, quand vous observez une coupe histologique chez ces individus-là, vous allez assister à un épithélium normalement séminal, mais il n'est fait que de cellules de Sertoli. Pourquoi? Parce que les spermatogonies ne sont pas là, pour une raison X ou Y. Ça veut dire que c'est un homme qui sera... Vous êtes sûr? Il sera infertile. Vous avez dit infertile. Voilà, il ne sera pas fertile, quoi. Donc, vous allez ici avoir une stérilité irrémédiable. D'accord? Parce qu'il n'y a pas l'élément de base. Normalement, dans un tube séminifère, vous allez avoir l'épithélium séminal, c'est-à-dire les différentes cellules en voie de différenciation, plus la cellule de soutien qui est les cellules de Sertoli. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est accessoire, c'est clairement pas, n'a aucun rôle inducteur, ça c'est pas vraiment vrai, c'est inutile, indispensable au développement des gonades, c'est évident, se fait après la 8e semaine, au-delà de la 8e semaine, c'est trop tard. D'accord? Au sein des crêtes génitales, un développement, donc voilà, ça a un effet conducteur. Oui, c'était aucun rôle inducteur. Oui, voilà, donc indispensable bien sûr, parce que c'est elle qui gère un petit peu le développement des autres structures. L'appareil génital féminin, première question, c'est quel est le rôle principal de la thèque interne lors de la phase folliculaire? Thèque interne, phase folliculaire. Enfin, je n'ai pas encore lu les propositions, donc je ne sais pas. La production de progestérone sous l'influence directe de la FSH? Non. Souvenez-vous, on est en phase folliculaire. Synthèse d'androgènes convertis en oestrogènes par la granulosa. Formation d'une barrière imperméable aux hormones hypophysaires. Contraction du follicule pour permettre l'expulsion de l'ovocyte. Sécrétion de mucus pour lubrifier la cavité péritonéale. Quand est-ce qu'est produite la progestérone? Non, quelle est la structure qui produit la progestérone? Et c'est quoi le corps jaune? Voilà, donc vous avez eu une ovulation, une partie de notre follicule est partie avec l'ovocyte,
Et le reste va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. Corps jaune parce que quand on l'observe en microscopie optique, on a cette coloration jaunâtre. Synthèse d'androgène converti en oestrogène par la granulosa. Formation d'une barrière imperméable, non. Contraction du follicule permettant l'expulsion, non. Sécrétion de mucus, ça n'a rien à voir avec la cavité péritonéale, d'accord? Donc c'est la B. Hormone spécifiquement, quelle hormone est spécifiquement sécrétée par le syncytiotrophoblaste pour maintenir le corps jaune? C'est l'hormone gonadotrophine chorionique, bêta-HCG. D'ailleurs, normalement, la bêta-HCG elle est détectable assez tôt durant la grossesse et ça a tout intérêt à maintenir la production de progestérone, comme le nom l'indique. C'est l'hormone favorable à la grossesse pendant le premier trimestre, en attendant bien sûr que le relais soit pris par le placenta qui est en cours de développement. D'accord? Donc la bêta-HCG est également utilisée parce que il y a des taux de référence qui permettent de dater la grossesse. D'accord? Quand on a le taux, on peut éventuellement estimer l'âge de la grossesse en semaines. Et ça, c'est important, particulièrement dans certaines situations pathologiques. Parce que parfois, il arrive que le taux de bêta-HCG ne corresponde pas avec l'âge de la grossesse. Quelle hormone est spécifiquement sécrétée par le syncytiotrophoblaste? Bon, ça, c'est la bonne réponse. Pendant la phase de sécrétion au 21e jour du cycle, que peut-on observer? Donc ici, je pense qu'il parle de l'endomètre, c'est-à-dire les modifications endométriales en rapport avec le cycle menstruel. 21e jour du cycle, donc on est un petit peu à la deuxième moitié. A, endomètre très fin avec des glandes rectilignes et étroites. Endomètre très fin, non. Disparition des artérioles spiralées par apoptose, non plus. Au contraire, les artérioles sont spiralées parce qu'elles sont très développées. Les glandes utérines présentent un aspect en dents de scie avec un glycogène basal. L'aspect en dents de scie. Parce que c'est très... Mais, attendez, avec un glycogène basal, c'est pas sûr. Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire en fait. On avance au fur et à mesure. Une fois qu'on a capté la bonne proposition, en éliminant les 4 autres, on se dit ça c'est la bonne réponse. Métaplasie malpighienne de l'épithélium de surface. Non. C'est quoi une métaplasie malpighienne? C'est ça. Donc, c'est une transformation d'un épithélium vers un autre épithélium. En général, la métaplasie, par définition, c'est la transformation d'un épithélium plus fragile à un épithélium plus solide. D'accord? Donc, l'épithélium épidermoïde est beaucoup plus épais et beaucoup plus solide. Donc, c'est le genre de choses qu'on observe, bien sûr, pas forcément dans ce cas-là, mais c'est un phénomène d'adaptation que certains épithéliums peuvent considérer pour s'adapter à un certain type d'agression. Ça, c'est juste entre parenthèses, une et la E, donc c'est desquamation de la couche basale de l'endomètre. Les glandes deviennent tortueuses pour maximiser les surfaces d'échange, d'où l'aspect en dents de scie, avec accumulation de glycogène au pôle basal puis apical. Donc, vous voyez ici le danger d'utiliser des machines pour vous donner les bonnes réponses. Parce que, regardez, si je dis avec glycogène basal, ça ne semble pas juste. Il est d'abord basal, puis devient apical. Donc, vous êtes parfaitement en position de dire que ce n'est pas forcément juste. Parce que la finalité, c'est que le glycogène devienne apical. D'accord? Donc, il faut faire attention. C'est écrit, bien sûr, il a suivi le support. On dit qu'il est au pôle basal, puis apical. Ça veut dire que l'aspect final, c'est quoi? C'est un aspect en dents de scie avec un glycogène apical. D'accord? Quelles caractéristiques histologiques pour l'endocole? L'endocole, souvenez-vous, c'est la partie la plus interne du col utérin, parce que l'endocole, vu son développement embryonnaire, est composé de 2 parties. Souvenez-vous de notre sinus urogénital. Vous allez avoir
Un épithélium pavimenté, stratifié, non kératinisé. Non, c'est l'endocole. Absence totale de glandes dans le chorion. Non plus. Souvenez-vous que c'est lui qui produit la glaire cervicale. Donc, il y a des glandes. Présence de follicules lymphoïdes dans l'épithélium de revêtement. Bon, on va la laisser comme ça. Une musculeuse organisée en 3 couches, longitudinale et puissante. Pas forcément. L'endocole est une zone beaucoup plus fine que le reste de la paroi utérine. Épithélium cylindrique simple à cellules muqueuses et cellules ciliées. Voilà, donc d'un point de vue histologique, si vous voulez, c'est un épithélium cylindrique simple avec des cellules muqueuses et des cellules ciliées qui s'organisent en glandes qui vont vous produire votre fameuse glande cervicale dont la quantité et la consistance est soumise à une influence hormonale. Parmi donc, les critères ou les éléments qui vous disent qu'une femme est en train de passer par sa phase d'ovulation, c'est l'aspect de la glaire cervicale qui devient plus liquide. D'accord? Ce qui devrait favoriser normalement le passage d'éventuels spermatozoïdes pour espérer une éventuelle fécondation. Donc ça, c'est un petit peu entre parenthèses. Donc histologiquement parlant, l'épithélium endocervical, contrairement à l'épithélium exocervical, est cylindrique simple avec des cellules ciliées. La 5, c'est concernant l'étude comparative de l'albuginée de l'ovaire et du testicule, laquelle de ces propositions est exacte. Ça veut dire qu'on a une capsule conjonctive de l'ovaire et du testicule. C'est normal qu'ils aient la même capsule parce que c'était la même glande au départ. C'était une glande indifférenciée, donc ils ont des éléments en commun. L'occurrence ici, c'est l'albuginée. Pourquoi on l'appelle albuginée en fait? Albuginée. Dans albuginée, donc il y a alba ou alban. Et ça rappelle justement ce qu'on appelle, donc c'est la couleur blanche, parce que blanc, elle est blanchâtre quand on l'examine. D'accord? Donc là, quand on l'examine que ce soit pendant une intervention ou bien sur une autopsie ou quelconque, elle a un aspect blanchâtre. C'est pour ça que les gens qui l'ont décrite en premier l'ont appelée albuginée. D'accord? Donc, en A, on va lire toutes les propositions, après on va juger. L'albuginée ovarienne est une membrane fibreuse très épaisse qui envoie des cloisons vers le hile. Est-ce que l'organisation de l'ovaire correspond à ça? Non, parce que cette répartition n'est pas nécessaire pour le cortex ovarien. D'accord? Contrairement au testicule qui est organisé justement en lobules. Donc A, on peut déjà d'emblée l'éliminer. L'albuginée testiculaire est une enveloppe mince qui ne compartimente pas l'organe, favorisant la sortie des spermatozoïdes. Totalement faux. D'accord? Contrairement à l'albuginée mâle, c'est-à-dire l'albuginée testiculaire, l'albuginée femelle est une simple couche de tissu conjonctif dense, sans prolongement interne. C'est possible. On va avancer par élimination. Les deux albuginées possèdent des propriétés contractiles permettant l'expulsion des gamètes lors de l'orgasme. L'albuginée ovarienne est située au centre de la zone médulaire et l'albuginée mâle est superficielle. Celle-là, elle est très fausse. D'accord? Donc, en éliminant, c'est la C. Bien sûr, c'est la C selon vos supports. Contrairement à l'albuginée mâle, l'albuginée femelle est une simple couche de tissu conjonctif dans son prolongement interne. Donc, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas besoin d'émettre des prolongements internes. S'il y a des prolongements internes, autrement dit des septa, qui est le pluriel de septum, c'est pour répartir le parenchyme. Et le parenchyme ovarien, par définition, n'est pas réparti. D'accord? C'est plutôt le testicule qui est organisé de façon lobulaire. L'appareil génital masculin, qu'est-ce qui caractérise la cellule de Sertoli en microscopie électronique?
Elle contient les cristalloïdes de Reinke dans son hyaloplasme. C'est plutôt la cellule de Leydig. Donc, rappelez-vous, c'est la microscopie électronique. Ces jonctions serrées forment la barrière hématotesticulaire au pôle apical de la cellule. Pourquoi aurions-nous besoin d'avoir une barrière au pôle apical? Et où se trouve l'immunité en l'occurrence? Qu'est-ce qui est représenté par l'immunité? Et il est où le sang? Voilà. Donc, regardez bien, c'est le pôle apical. Possède des inclusions spécifiques appelées cristalloïdes de Charcot-Butcher. Ça, c'est vrai. Dépourvue de récepteurs à la FSH. Au contraire, elle est sensible à la FSH. C'est un des éléments qui stimule la spermatogenèse. Assure la synthèse de la testostérone, c'est déjà faux. D'accord? Grâce à son réticulum endoplasmique lisse développé, c'est pas elle qui produit la testostérone. C'est vrai qu'il faut un réticulum lisse pour le faire, mais c'est pas la cellule de Sertoli qui s'en occupe. Donc, par élimination, vous allez avoir la proposition C qui sera la juste. C'est de la pure morphologie. La 2, dans question 2, c'est à propos du tissu interstitiel du testicule, quelle proposition est fausse? Attention, c'est tissu interstitiel. Ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec les tubes séminifères. Les cellules de Leydig sont souvent disposées en amas à proximité des capillaires fenêtrés. La sécrétion de testostérone est stimulée par la LH hypophysaire. Le cytoplasme des cellules de Leydig est riche en vacuoles lipidiques. Les cellules de Leydig se différencient à partir du mésenchyme de la crête génitale. Les cellules de Leydig sont situées à l'intérieur de la gaine péritubulaire des tubes séminifères. Je vous ai dit d'avancer au fur et à mesure. Pourquoi c'est pas A, pourquoi c'est pas B, pourquoi c'est pas C, pourquoi c'est pas D. Et pourquoi c'est pas E. On commence d'abord par la A. Elles peuvent s'organiser en amas également. C'est déjà décrit. C'est vrai que la plupart du temps, elles sont dispatchées. Il n'y a pas de raison pour les avoir en amas, mais bon, on va voir. Sécrétion de testostérone stimulée par la LH hypophysaire. Cytoplasme des cellules de Leydig est riche en vacuoles lipidiques. C'est normal. Les cellules de Leydig se différencient à partir du mésenchyme de la crête génitale. Donc, ce n'est pas le mésenchyme extra-embryonnaire depuis tout à l'heure. Cellules de Leydig situées à l'intérieur de la gaine péritubulaire. Pourquoi? Au contraire, c'est des cellules interstitielles. Donc, elles sont situées dans le tissu conjonctif interstitiel. Elles sont donc en extra-tubulaire, c'est-à-dire en dehors du tube séminifère, effectivement groupées, donc ça a déjà été décrit comme un amas, d'accord? Cette question-là, elle est un peu, parce que les gens qui ont des supports, on peut éventuellement envisager les amas, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cellules pour les cellules de Leydig. D'accord? Donc, il faut faire attention encore une fois. Ce qui est sûr, c'est que la E est vraiment fausse. D'accord? Donc, concernant la structure des conduits, quel conduit? Conduit de plomberie. Identifier l'affirmation correcte. L'épithélium des cônes efférents est uniformément pavimenteux simple. Le canal épididymaire est bordé par un épithélium prismatique pseudostratifié à stéréocyte. La musculature du canal déférent est composée de 2 couches de fibres lisses, une circulaire interne et longitudinale externe. Les cellules halo de l'épididyme sont des cellules souches de remplacement. L'ampoule déférentielle possède une lumière lisse dépourvue de replis muqueux. On cherche
la bonne réponse, donc l'affirmation correcte. Concernant les voies génitales masculines et non les conduits. D'accord? Les conduits, c'est un terme plutôt barbare. L'épithélium des cônes efférents uniformément pavimenteux simple. Il n'est pas simple. D'accord? Le canal épididymaire est bordé par un épithélium prismatique pseudostratifié à stéréocie. Est-ce qu'il est simple ou pseudostratifié? Parce que je sais qu'il y a des stéréocies. La musculature du canal déférent est en 2 couches de fibres lisses. Est-ce que c'est vrai? Le canal déférent est connu pour avoir une musculature très développée. D'accord? Les cellules halo au niveau de